Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre chaque semaine, donc un grand merci à vous, également à nos souscripteurs grâce auxquels seulement on peut produire donc ces émissions inédites chaque semaine. Et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des pouces levés ou à commenter cette émission. Ça fait un peu commercial de dire ça à chaque fois, mais c'est important pour le référencement et pour la chaîne en général. Alors, nous avons cette semaine le grand honneur de recevoir une figure de la géopolitique. Elle est docteure en sciences politiques, elle a enseigné à l'école de guerre, mais aussi à HEC. Elle a eu rang de colonel dans la réserve opérationnelle des armées, c'était jusqu'en 2022. Elle est fondatrice du think tank Géopragma qui promeut une vision réaliste des enjeux mondiaux. Son parcours riche éclaire les dynamiques internationales avec lucidité, je le crois. Sa chaîne YouTube Paix et Guerre réunit déjà plus de 110 000 abonnés. C'est déjà énorme. On est donc ravis d'accueillir Caroline Galacteros. Merci d'avoir accepté notre invitation, Caroline. Mais merci Eric, c'est un plaisir Un d'être plaisir là. partagé, comme à chaque fois. De toute façon, vos interventions sont toujours très attendues et à chaque fois que vous êtes venus dans Les Incorrectibles, on a toujours eu des retours exceptionnels. Donc merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. On va essayer de consacrer une très large partie de cette émission, évidemment, à la guerre en Ukraine, puisque c'est votre sujet, on va dire, majeur, en tout cas, du moment. Donc, évidemment, avec l'actualité qui s'est déroulée cette semaine et la visite donc, de Zelensky en France, évidemment, on va parler de cette actualité, également d'Emmanuel Macron et de ce sommet pour la paix. Alors, justement, Emmanuel Macron a annoncé cette semaine une nouvelle aide militaire de 2 milliards d'euros à destination de l'Ukraine. Cette aide doit, je cite, permettre à l'Ukraine de maintenir la situation sur le terrain et de résister à l'agression russe. Voilà ce qu'a déclaré le président de la République. Cette décision, est-ce qu'elle n'est pas, selon vous, une provocation inutile envers la Russie, susceptible d'aggraver encore plus les tensions en Europe ? Alors, une provocation vis-à-vis de la Russie, oui, mais je pense que la Russie ne se fait malheureusement plus beaucoup d'illusions sur les postures et la réflexion, à vrai dire, du président français concernant ce conflit et au-delà. Mais c'est surtout une provocation vis-à-vis des États-Unis, qui sont en train de faire exactement l'inverse. Donc donner encore 2 milliards, pour faire quoi? C'est pas pour la paix, c'est pour poursuivre la guerre. Alors que du côté américain, on est dans un processus de négociation depuis maintenant plus d'1 mois. Là, on en est au 2e round à Riyad, direct. Alors c'est vrai, les Européens n'en sont pas, la France encore moins, et l'Ukraine pas du tout. On la tient juste au courant de ce qui se décide pour elle, ce qui est assez clair sur le rôle qui était en fait le sien dans ce conflit, ça permet de mettre les choses un peu à plat. Mais donc il y a ce processus qui est un processus qui veut aller vers un cessez-le-feu, mais ce qu'il faudrait faire, et d'ailleurs ce que les Américains devraient faire s'ils veulent aller plus vite, c'est cesser l'aide à l'Ukraine, précisément faire exactement l'inverse de ce que vient de décider Emmanuel Macron, pour qu'il n'y ait plus de quoi nourrir cette espèce de... C'est même pas de la survie, c'est comment faire pour ne pas avoir l'air d'être vraiment en perdition militaire face à la Russie et continuer à faire tuer essentiellement sa population. Je veux dire, c'est quoi la paix? C'est pas ça la paix. La paix, c'est d'arrêter le désastre, c'est d'arrêter le carnage, c'est d'arrêter ce conflit totalement inutile qui n'aurait jamais dû démarrer, qui est le fruit de bien des incompréhensions, bien du mépris, bien de l'indifférence vis-à-vis des préoccupations sécuritaires de la Russie depuis longtemps, et de la part, pas seulement de la France ou de l'Europe, hein, bien sûr, de tout le camp occidental à l'époque. Et Trump est juste en train d'arrêter les robinets. Donc déjà, lui, devrait le faire plus, et ça va, à mon avis, arriver assez vite. Mais nous, il est évident que nous n'avons rien à gagner, rien. Parce que nous sommes sur le même continent quand même. Hein. Nous sommes en Eurasie tous avec les Russes. Ce n'est pas le cas des Américains. Donc je pense qu'on devrait quand même réfléchir un tout petit peu différemment. Vous opposez que, étant donné que nous sommes sur le même continent, pour certains, la Russie peut être une véritable menace. Mais elle n'a jamais été une menace, enfin. Depuis quand la Russie est-elle une menace pour l'Union européenne, pour les pays de l'Union européenne, et même pour prendre toute l'Ukraine? Ça n'a jamais été son objectif. Elle avance, elle continue d'avancer, et plus on laisse s'enquister
l'hostilité au lieu d'y mettre fin, plus on prend le risque qu'elle avance plus. Voilà, elle avance doucement, mais elle avance sûrement. Donc, on est vraiment... c'est tellement à front renversé de ce que devrait être une attitude intelligente de compréhension des équilibres, de compréhension des nécessités de la sécurité en Europe. Donc non, la Russie n'est pas une menace pour la France, encore moins existentielle, ni pour l'Europe. Elle l'a dit, elle l'a redit, elle ne veut pas entrer en guerre contre les pays de l'OTAN, ça ne l'intéresse pas, elle n'a pas besoin de territoire, elle n'a pas besoin de richesses, elle en a 1000 fois plus, elle n'a pas du tout besoin de ça, elle a besoin d'être sécurisée, et elle le dit depuis au moins 2007, 2008, depuis Munich, donc ça fait bientôt 20 ans. Elle a besoin d'être sécurisée militairement dans un équilibre de dissuasion vis-à-vis des forces de l'OTAN et vis-à-vis, bien sûr, des forces américaines. Voilà, c'est tout. Donc c'est clair. Et c'est ce que nous avons cherché, en fait, à ignorer et à renverser. Et nous avons voulu dominer. On s'est juste planté parce qu'on sous-estime notre adversaire. Et ça, malheureusement, c'est toujours la même chose. Quand vous faites de la projection mentale, vous n'arrivez à ne rien... Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en fait. Et vous ne pouvez même pas estimer correctement la nature des forces de votre adversaire, même si vous décidez que vous avez un adversaire russe. Donc nous devons maintenant rétablir cette sécurité en Europe. Et pour rétablir cette sécurité en Europe, il faut mettre fin à ce conflit. Il faut que l'Ukraine devienne neutre et elle va le devenir. De toute façon, il est désormais acquis, même pour le secrétaire général de l'OTAN, et pour les Américains le disent, et même les Ukrainiens de temps en temps le disent, quand Zelensky sent un peu trop le vent du boulet, que c'est fini l'OTAN. Ce n'est pas le sujet. Mais nous, on est en train d'essayer de se faire une gloriole sur le fait de récupérer une Ukraine en morceaux, d'essayer de la faire rentrer dans l'Union européenne, d'essayer de lui donner des garanties de sécurité par la présence de nos troupes, alors qu'il est clair, il a été dit, redit, redit, sur tous les tons par les Russes et par les responsables américains qui ont bien compris que des troupes européennes sur le théâtre ukrainien, là, maintenant, ça, c'est une provocation. Ça, c'est pour faire durer le conflit. Voilà. Et les Américains ont d'ailleurs dit, écoutez, si vraiment vous y tenez, faites-le, mais nous, on n'est pas derrière vous. J'aimerais qu'on vienne à Emmanuel Macron quand même, parce qu'en effet, vous l'avez dit, vous laissez entendre, ça a pu être aussi très mal interprété, même par beaucoup de Français, parce que c'est vrai que quand il s'agit de trouver de l'argent pour l'Ukraine, ça semble assez facile. Quand il s'agit de trouver de l'argent pour les agriculteurs au hasard, ça semble plus compliqué. Comment est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron peut se prétendre encore artisan justement de la paix, tout en annonçant justement 2 milliards d'euros d'armement offensif à destination de l'Ukraine? Est-ce qu'on peut encore parler de diplomatie quand les actes, justement, semblent contredire systématiquement les discours? Non, moi je pense qu'on est... Non, mais moi je pense qu'on est dans un Fuite gouffre, dans une fuite en avant pour des objectifs politiques qui n'ont pas grand-chose à voir, à mon avis, avec bon, c'est ça. les intérêts nationaux de notre pays et européens. C'est clair, et l'Europe est en train de se diviser. Là, on nous fait des shows sur des réunions de la coalition of the willing, là, ceux qui veulent aider l'Ukraine. C'est Coalition of the unwilling qui est en train de devenir de plus en plus importante, hein, parce qu'il y a de plus en plus de pays qui se disent non mais on est... Donc il joue à quoi Emmanuel Macron selon vous? Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une dérive et c'est un désastre diplomatique dont manifestement on n'a pas conscience au plus haut sommet de l'État. Et donc, je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire, parce que de toute façon, dans tous les cas de figure, l'Europe va payer le prix de son entêtement, de son déni de la réalité de ce conflit. Comment? Par l'insignifiance. Enfin, déjà, nous avons... Et Trump est très logique. Quand il dit, écoutez, ils ont eu 3 ans, les Européens, pour faire la paix, là. Ils ont fait quoi? Ils ont fait la guerre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent de venir aux négociations, à la table des négociations? Ça ne sert à rien. C'est un peu tard. Bon, donc... Voilà, lui, il sépare bien les dynamiques, celles de l'administration précédente, qui était en phase avec le bellicisme européen, qui se servait des Européens pour continuer à pousser le bélier là, dans la porte russe. Sauf que la porte russe, elle ne cède pas.
ça ne va pas marcher. Emmanuel Parce que Macron derrière, affirme quand même que le soutien militaire français est, je cite, nécessaire pour continuer la résistance. Voilà les mots d'Emmanuel Macron. mais résister, c'est quoi l'objectif? Il y a plus de 20% du territoire ukrainien qui échappe désormais et qui ne reviendra pas dans le giron de l'Ukraine. C'est clair. Donc le Donbass, la Crimée, C'est clair, mais plié. les Américains, ils sont déjà en train de discuter ça. Vous savez, quand on annonce un accord ou quand on commence à parler, oui, il va falloir discuter des territoires, ça veut dire qu'on est déjà depuis longtemps en train de le faire. Donc, voilà, le temps diplomatique, le temps des services de renseignement, le temps des échanges, des émissaires, des plans, des trucs, est bien plus long que le temps médiatique qui a besoin, voilà, de temps en temps d'annoncer des choses. Donc, en ce moment, est en train d'être discuté, et je trouve qu'on devrait tout faire pour favoriser, si on veut aider l'Ukraine, il faut d'une certaine manière reconnaître notre échec. Parce que s'enferrer, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire on va devenir de plus en plus ridicule, de plus en plus... un handicap de plus en plus clair vis-à-vis des Américains dans cette affaire, vraiment les empêcheurs de tourner en rond, si j'ose dire. Et on va finir par subir un certain nombre de représailles. Et la première représaille, c'est que les Russes, comme les Américains, jouent les Européens complètement les uns après les autres, les uns contre les autres. Enfin, ils ont très bien compris, parce que c'est leur mentalité, à l'administration Trump, comme à Poutine et à ses visions culturelles, etc. C'est les États qui comptent. Et ils ne se font aucune illusion sur le caractère artificiel des constructions bruxelloises, de la technocratie, etc. Ils en ont eu un avant-goût il y a quelques années. Voilà. Ils ont très bien compris. Donc tout ça, nous allons le payer, nous allons disparaître au moment où on clame surtout sur... C'est ça qui est terrible, c'est de croire à ce point-là aux paroles qu'on raconte quand elles sont complètement décorrélées de la réalité. C'est au moment où on parle, on explique qu'on fait la paix en donnant des armes, en donnant du fric pour acheter des armes, au moment où on explique que l'Europe va devenir souveraine stratégiquement, alors qu'elle n'a jamais été aussi de fait sous domination américaine pour tout ce qui est des armements. Enfin, ça va nous prendre quoi, 10, 15, 20 ans à supposer qu'on existe politiquement. Mais en fait, il y a des luttes en Europe. Il y a des luttes entre les Allemands et les Français, entre les Allemands et les Polonais, entre les Polonais et les Français, entre les Italiens et les Allemands. Enfin, je veux dire, bon, c'est un rêve tout ça. Il n'y a pas de peuple européen, il y a une diversité européenne, et c'est par la reconnaissance des États-nations, à mon avis, je le maintiens, que nous pouvons exister ensemble sur un certain nombre de domaines d'intérêt commun, mais pas sur tout. Et puis pas sur la dissuasion nucléaire, au passage. Et cette nouvelle décision d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle peut, selon vous, repousser un potentiel cessez-le-feu? Ou finalement... Ben, ça va... Moi, je me méfie presque plus des Anglais que des Français, voilà, parce que je pense que les Anglais, ils en sont juste malades de leur échec en Ukraine. Ils sont depuis le début très très en avant de la main pour tout ce qui est provocation, false flag, aide à tout prix. Ils ont quand même fait un accord de soutien à l'Ukraine sur 100 ans. On nage en plein délire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Soutenir l'Ukraine, mais comme l'accord soutient le pendu. Est bon en égo. Non, mais Zelensky, il est bon. Non, Zelensky, je pense qu'un beau matin, on va apprendre que, comme il a déjà accepté qu'il y ait des élections maintenant, on va le changer. Parce que de toute façon, il n'est même pas légitime pour signer des accords. Il n'est même plus légitime depuis mai dernier. On le rappelle, voilà. Il n'est plus légitime. C'est le président du Parlement qui doit être à sa place, en l'absence de nouvelles élections présidentielles. Donc je pense que Zelensky, ses jours sont comptés, et Zelensky, il doit passer sa vie à négocier son retrait, son effacement ou sa marginalisation, pour éviter qu'elle ne prenne pas des formes plus violentes. Comment est-ce que vous voyez l'évolution future, justement, des relations entre l'Ukraine et l'Union européenne, par exemple? Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes dans un raisonnement faux, si personne d'assez
puissant, d'assez influent, ne dit stop, arrêtons, changeons de pied, on peut encore le faire. C'est comme dans les relations humaines. Est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout de toujours du pire scénario? Bon, si personne ne fait ça, bon, eh ben on va faire semblant, on va continuer à essayer de vendre un mythe, une utopie. Et la prochaine utopie, c'est l'Ukraine est faite pour rentrer dans l'Europe. L'Ukraine a sa place en Europe. L'Ukraine doit être aidée. L'Ukraine doit être reconstruite avec des milliards et des milliards et des milliards d'euros que nous n'avons pas, n'est-ce pas? Mais que nous allons trouver, hein, parce que c'est tellement facile d'annoncer des choses et de prendre des grandes postures. On a un pays qui a besoin sérieusement, et c'est ce que les Américains ont compris. C'est aussi pour ça qu'ils se retirent de toute cette affaire et qu'ils sont en train de nous livrer le bébé avec tout ce qu'on veut, en nous disant très bien, si vous voulez même le commandement suprême allié en Europe de l'OTAN, allez hop, on vous le donne. Hein. Nous, on a autre chose à faire maintenant et notre fric va servir à autre chose. Donc, je pense que là, il y a un pragmatisme et une souplesse américaine qui est structurelle chez eux. Ils sont capables de changer de pied. Nous, on est là, on est en train de s'enferrer, parce que plus le rêve fédéraliste et l'européisme bat de l'aile, plus on essaie de le ranimer. En fait, on se sert de l'Ukraine, là, maintenant. On se sert de l'Ukraine pour dire, regardez, voilà, il faut qu'on l'aide, il faut que tout le monde l'aide, il faut qu'elle soit associée, c'est comme ça qu'elle aura des garanties de sécurité, etc. Je pense que si demain, il y a un cessez-le-feu qui est négocié entre Washington et Moscou, parce que c'est comme ça que ça va être négocié. C'est pas, nous n'allons pas mettre notre grain de sel, hein, et les Ukrainiens encore moins. C'est terrible, mais c'est comme ça. Ils se sont prêtés à ce jeu de proxy. Bon, eh ben voilà, on a beau expliquer que Volodymyr Zelensky, c'est Winston Churchill, il y a un moment où le masque se déchire, si vous voulez, on voit bien que ça n'est que Volodymyr Zelensky. Donc, qu'on l'aime pas, qu'il ait fait de son mieux, qu'il n'ait pas fait de son mieux, qu'il ait rien compris, qu'il ait tout compris, qu'il ait pris de l'argent, qu'il n'en ait pas pris. Le sujet, c'est que c'est un instrument et que maintenant, on le remet dans sa boîte. Voilà. Et quand il y aura un cessez-le-feu, la grande question, c'est qui va surveiller ce cessez-le-feu? Et là, les Russes sont clairs. Ils ne veulent pas de pays de l'OTAN, de forces de pays de l'OTAN, pour surveiller ce cessez-le-feu, évidemment. Sinon, ils savent ce qui va se passer. Il va se passer ce qui s'est passé depuis 2015, entre 2015 et 2022, c'est-à-dire qu'en fait, on va préparer un nouvel assaut, une nouvelle provocation, une nouvelle montée en tension qui fera que la Russie sera obligée de revenir en... Puisque l'idée des néocons, qu'ils soient européens ou qu'ils soient américains, c'est de séparer la Russie de l'Europe. Et c'est surtout de séparer la Russie de l'Allemagne. Donc c'est vraiment ça. Parce que ensemble, on peut être un pôle, on pouvait être un pôle de puissance. Donc, si vous voulez, c'est d'une stupidité géopolitique sans nom ce qui est en train de se passer. C'est là qu'on a du mal à comprendre Macron, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il insiste autant sur le maintien des sanctions, tout en appelant à un cessez-le-feu. C'est totalement contradictoire. C'est totalement contradictoire. Et je rappelle que le dernier round de Riyad on va en parler, vient d'aboutir quand même sur en fait, la levée des sanctions américaines, d'une partie des sanctions américaines sur tout ce qui concerne le fameux accord de Grain Deal, donc l'accord sur tous les produits agricoles et engrais russes. Donc il y a une levée des sanctions américaines qui va faire plaisir non seulement aux Russes, mais à tout un tas de pays qui ne pouvaient pas faire de commerce avec eux du fait de ces sanctions, puisqu'il y a des sanctions secondaires qui s'appliquent à ceux qui, malgré tout, voudraient commercer avec la Russie. Bon. Donc, il y a tout un tas d'accords économiques de désengorgement, de déparalysie, si vous voulez, qui sont en cours. Et nous, avec nos petits bras, on n'a rien compris. On veut continuer à sanctionner la Russie, on veut que nos entreprises ne puissent pas avoir accès au marché russe. Et tout ça pour des pseudo-motifs moraux,
parce que nous, on fait de la valeurs. géopolitique morale. Comme si la géopolitique, c'était de la morale. Ça n'en a jamais été depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. C'est la géopolitique, c'est pas du tout ça. Et la scène internationale n'est pas du tout faite d'action ou de réaction morale. Ce sont que des prétextes. C'est une manière de vendre les choses. Mais évidemment, on en a pris l'habitude depuis la fin de la guerre froide, notamment. C'est-à-dire, il y a eu toute cette phase d'interventionnisme américain débridé, qui était en fait de la politique de pure puissance. Simplement, on nous vendait ça sur le thème, la démocratie, le marché, les droits de l'homme, et blablabla, et blablabla. Voilà. Pour vous, les sanctions européennes contre la Russie, elles ne sont pas efficaces pour résoudre ce conflit en Ukraine ? Finalement, Absolument pas, on en est au combientième paquet. Il y a 30 000 sanctions en gros contre la Russie au stade actuel. Bon. Je pense que la majorité sont d'ailleurs européennes, et nous on en est quoi, au 17e paquet? Je ne sais même plus, c'est clownesque. C'est clownesque. Enfin, la Russie a fait la preuve ça lui fait mal. Je ne dis pas que, bien sûr, ça ne lui fait pas mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle négocie une levée avec les États-Unis, qu'elle a été très claire sur ce qu'elle attendait. Mais pour ça, il fallait que les Américains et les négociateurs américains, Steve Witkoff et les autres, et que Trump aussi, prennent la mesure de la réalité du conflit. Parce que ce qui est terrible, c'est que depuis 3 ans, comme on raconte n'importe quoi, en France particulièrement, mais dans plein d'autres pays aussi, justement avec cette vision, l'agression russe contre l'Ukraine, unprovoked, n'a pas du tout été provoqué. Les Russes, d'un seul coup, ont décidé, allez, on va se faire l'Ukraine. Bon. Enfin, on a raconté tellement de mensonges qu'on finit par croire à ces mensonges. Enfin, c'est quand même l'agresseur, ça, vous ne le contestez pas quand même. Non, mais c'est l'agresseur au sens rentrer dans le pays. Eh oui. C'est incontestable. Donc ça, vous ne le condamnez pas un petit peu quand même, objectivement? Mais on peut le condamner. Mais la question, c'est comment on en est arrivé là. Et on n'en est pas arrivé là par l'opération du Saint-Esprit, si vous me permettez l'expression. On en est arrivé là par une politique tout à fait délibérée, méthodique, de soutien et d'utilisation et de manipulation, en fait, du pouvoir ukrainien. Bon, il y a tous les jalons, enfin, on les connaît tous. Première révolution orange, coup d'État de Maïdan, commencement de formation des forces ukrainiennes, réveil de toutes les milices nasillardes et nasillones et tout ce qu'on veut, enfin, assez terrifiante quand même, en Ukraine. Tout ça, nous sommes à la manœuvre derrière tout ça. Donc, à un moment donné, oui, après la guerre civile dans le Donbass, qui quand même a fait un petit 15 000 morts, avant 22, oui, à un moment donné, la Russie, alors, est-ce qu'elle en profite pour entrer en Ukraine ? Ou est-ce qu'elle se dit qu'elle n'a pas le choix ? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, il ne parle pas. Mais il y a un moment où elle considère, où le pouvoir à Moscou a considéré qu'il n'avait plus le choix, que le Donbass allait être repris par la force, par ces forces ukrainiennes que nous avions armées, entraînées, formées, conseillées, et qui donc il fallait préemptivement arrêter ça, et surtout faire en sorte que les dernières déclarations d'un Zelensky, qui étaient je veux que mon pays soit de nouveau nucléaire, je suis pour l'OTAN, blablabla, blablabla, et nous poussions à la roue, s'arrête, c'est-à-dire qu'on change effectivement de pouvoir. De la même manière que nous, on avait mis un pouvoir pro-occidental, les Russes ont voulu changer le pouvoir. Enfin, un régime change aussi. Il n'y a pas que nous. Bon. Donc, voilà. Après, il y a tout un enchaînement. Après, il y a eu un accord qui a été quasiment ficelé en quelques semaines, parce que les Ukrainiens et Zelensky a pris conscience voilà, de ce qui se passait, que les Russes étaient entrés là, bon, ils n'étaient pas très nombreux, mais enfin quand même. Mais à ce moment-là, le poteau rose a été clairement brisé, si vous voulez, puisqu'on a eu Boris Johnson qui est arrivé tout échevelé pour expliquer que, mais non, mon grand, t'as pas bien compris, on t'a mis au pouvoir pour faire la guerre. Voilà, on t'a pas du tout mis au pouvoir pour faire la paix avec la Russie et pour trouver un modus vivendi pour les populations russophones du Donbass. T'es là pour faire la guerre et tu vas la faire. Voilà. Et donc, c'est parti.
Donc oui, bien sûr, la Russie, formellement, est entrée dans le Donbass, et puis au-delà, est allée jusqu'à Kiev, Kharkov, etc. Mais elle ne l'a pas fait pour agresser l'Ukraine, elle l'a fait pour rétablir un rapport dissuasif vis-à-vis de l'OTAN, que nous avions décidé de mettre en danger depuis des années. Voilà. Mais c'est une très longue histoire, si vous voulez. Il y a l'histoire du bouclier antimissile. Enfin, il y a tout un contexte à ce conflit. Donc, on ne peut pas... Et de toute façon, c'est totalement inopérant de dire « Ah, mais non, mais c'est pas bien, il ne peut pas y avoir de capitulation. Puis on ne peut pas céder à Poutine. » Rien que la terminologie est complètement infantile et stupide. On voit bien que là, ce qui se passe à Riyad, c'est pas des jeux d'enfants, hein. Ça discute sec, au niveau des experts, entre Américains et Russes, parce qu'ils ont très bien compris que, voilà, on discute entre grandes personnes, là. On arrête le côté « c'est pas moi, c'est toi », gna gna. Enfin, c'est En matière de pas au discussion, niveau. alors, les Européens ont organisé à Paris un nouveau sommet des alliés de Kiev. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe fait semblant de peser sur la paix ? Ah ben, elle fait semblant, mais surtout, elle fait semblant pour elle-même, hein, parce que je pense que le reste de la planète a compris qu'on ne servait à rien et qu'on ne pèse sur rien. On a juste une capacité de nuisance en continuant à faire notre petit, comment dirais-je, en poussant, en expliquant qu'on va mettre des forces, en expliquant qu'on va continuer à aider. L'Europe prétend offrir des garanties de sécurité, justement. Est-ce qu'on peut encore Mais non, croire à la crédibilité de l'Europe, justement, sans les États-Unis ? Mais non, parce qu'elle ne comprend rien. Il n'y aura pas de garantie de sécurité si les Américains ne sont pas là pour baquer. Les Russes ont dit qu'ils allaient taper les forces européennes qui viendraient se mettre sous uniforme. Ouais. On a déjà tué un certain nombre, hein, mais c'était des mercenaires. Là, si on met des vrais soldats, à supposer qu'on en soit capable, qu'on en ait envie, qu'on en ait les moyens, qu'on le fasse, mais on peut, hein, parce qu'il y a, vous savez, il y a des choses délirantes qui peuvent être faites. Vraiment pas intelligente. Mais là, ce n'est pas une garantie de sécurité, puisque précisément, la Russie a dit que nos soldats seraient des cibles. Donc en quoi c'est une garantie de sécurité ? Les Américains ont été bien plus malins. Mais vous ne croyez pas que l'Europe essaye d'influencer Donald Trump ? Oui, bon alors, oui, si, peut-être, oui. Oui. Mais bonne chance. Bonne chance. Non mais nous n'avons pas de crédibilité. Il faut quand même se rendre compte que nous avons tout perdu. C'est-à-dire, notre servilité nous a complètement démonétisés géopolitiquement aux yeux des États-Unis, de la nouvelle administration. Ça allait tant qu'on était à plat ventre avec Biden et compagnie, mais il suffit que la politique change, il suffit qu'on passe à des gens un peu plus réalistes qui ont un autre agenda, qui en ont assez de toute cette histoire européenne et qui considèrent qu'il y a d'autres choses à faire. Et là, d'un seul coup, on se trouve, on n'a plus de maître. Le nouveau maître, il ne nous aime pas, hein, voilà. Et donc, on essaie d'exister tout seul. Mais pour exister tout seul, si on était intelligent, on devrait, au contraire, pour le coup, comprendre la manœuvre américaine et essayer d'être un relais de cette manœuvre. Si on s'intéressait vraiment à la paix, si on voulait que ça s'arrête, cette histoire. Voilà. Il y a quand même des centaines et des centaines de milliers de morts. À quoi ça sert, tout ça ? Pour faire quoi ? La paix, c'est selon vous, mathématique. elle ne peut pas se faire sans les Américains. C'est illusoire de penser ça. Ah, complètement, oui. Complètement. Oui. Et les Européens, ils continuent de croire ça. Oui, parce qu'ils s'imaginent que leur manière d'exister, c'est de se mettre en compte, parce qu'ils ne peuvent pas se dédire toutes les âneries qu'ils ont soutenues pendant la précédente administration, et ils ne sont pas capables en fait de faire une croix sur leur orgueil démesuré et de se dire bon, maintenant on va se remettre au prix, on va rediscuter de choses sérieuses pour la sécurité européenne. Tout le monde a l'air de se moquer totalement de la sécurité européenne, parce que la sécurité de l'Ukraine, c'est bien, mais derrière, c'est tout ça qui va être à discuter. C'est tous les équilibres à l'intérieur de l'Eurasie et à l'intérieur et dans la relation sécuritaire entre la Russie et les puissances européennes. Et comment on va faire si on continue à être hyper hostile, hyper fermé
vis-à-vis de la Russie. Comment on va faire? C'est l'Ukraine qui va nous aider? On va faire quoi? On va juste les embêter encore pendant des années, c'est ça l'idée? Intelligent. Emmanuel Macron, il parle de soutien prioritaire à l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas un discours de façade justement pour masquer cet isolement européen d'après vous? Si, bien sûr, bien sûr. Bon, le président de la République, c'est comme Van der Leyen, il s'imagine qu'il parle. La Voilà. porte ouverte en tout cas à l'Élysée. Zelensky, il est reçu vraiment. Ben oui, On a c'est-à-dire l'impression que... que le lien entre Macron et Zelensky est quand Oui, même très fort. oui, et alors? Hmm. Donc, et on fait quoi? Ça Une sert manière à d'occuper quoi? l'espace, mais dans les faits, c'est ce que vous laissez entendre, ça n'a aucune espèce Ça de n'a pas de poids. poids. Ça a un poids négatif. Ça a même un poids contre-productif. Vous pensez que ça peut marginaliser encore plus l'Europe, justement, d'essayer de C'est en cours. se positionner en chevalier blanc sans justement avoir un moindre pouvoir de décision, quoi. Elle n'a pas les moyens. Elle a été dégagée des négociations a priori, en amont. Et Zelensky, à Riyad, il a passé 40 minutes avant avec les Américains. 40 minutes. Après, il y a eu Russes et Américains, 12h30. Voilà. Et après, 30 minutes. Voilà. Donc, si vous voulez, le poids, c'est sans équivoque. C'est sans équivoque. En gros, C'est-à-dire Macron, qu'après, on est juste venu lui dire, Toto, voilà ce qu'on a décidé, ça va être comme ça, il y a le Green Deal qui revient, il y a le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, tu as intérêt à arrêter de bombarder et de chercher à casser tout le temps. Faut arrêter. Donc Macron, pour vous, il surjoue l'importance de la France, justement, dans un jeu qui le dépasse. Complètement. Mais c'est dommage. C'est tellement dommage. Après avoir raté, vraiment, enfin, moi je le pense, avoir été incapable, en fait, de se mettre de côté par rapport aux autres Européens à l'époque où tout le monde hurlait avec les loups pour l'Ukraine, contre la Russie, blablabla. Là, on aurait dû être capable de dire non. Nous, la France, on a une vision stratégique autrement plus large, autrement plus intelligente. On va essayer d'être un acteur de paix, d'apaisement, etc. On n'a pas fait ça, on a raté. Et maintenant, on rate le deuxième rendez-vous. Trump arrive au pouvoir, change la dynamique, explique qu'il faut faire la paix, parce qu'il en a besoin. Il s'en fiche de l'Ukraine, c'est pas son sujet. Voilà, encore une fois, l'Ukraine va ou bénéficier ou, comment dirais-je, pâtir d'un bon ou d'un mauvais accord ou d'une implication américaine. Mais l'implication américaine est envisagée très intelligemment. C'est-à-dire, eux, ils disent, là, c'est d'ailleurs en cours, sur l'accord sur les minéraux rares, etc. Alors déjà, c'est un accord qui, a priori, n'a pas de limite de temps. C'est surtout les gisements existants et futurs. Donc les Américains sont en train de prendre ce qui reste, si vous voulez, de richesse ou de potentiel économique à l'Ukraine. C'est terrible, la géopolitique. C'est cruel, si vous voulez. C'est vae victis, mort au vaincu. Voilà. Donc, pour qu'on arrête le massacre humain, je pense qu'il faut comprendre que c'est mort au vaincu. Donc, l'Ukraine a perdu. Elle va payer le prix. Elle est en train de vendre tout ce qui lui reste, les bijoux de famille, si j'ose dire, aux Américains. Et les Américains ont dit, il n'y aura pas de garantie de sécurité militaire. C'est notre présence et notre implication économique, en fait, dans l'exploitation de vos richesses à vous, Ukrainiens, qui seront de fait une garantie de sécurité, parce que les Russes n'iront pas taper des endroits où il y a des intérêts américains, puisque l'intérêt des Russes et des Américains se rejoint. Ils doivent maintenant s'entendre sur un certain nombre de choses qui dépassent l'Ukraine. Par exemple, l'équilibre de la dissuasion globale, l'équilibre des armements stratégiques. Est-ce qu'on continue à produire des milliers d'ogives nucléaires? Pourquoi? Bon, là, ils sont d'accord aussi. Il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir remettre en place. Donc nous, on est, si vous voulez, on voit les choses par le petit bout de la lorgnette. On est relégué au rang de spectateur, l'Europe, quoi. Ça se joue vraiment, selon vous, uniquement entre Trump et Poutine, quoi. Ah oui, je le pense, oui, je le pense, oui. Ben oui, ça ne me fait pas plaisir, en tant que Française. Qu'est-ce qu'il attend, selon vous, réellement, sans faire de la psychologie, justement, Zelensky, qu'est-ce qu'il attend précisément de l'Europe? Est-ce que l'Europe peut espérer peut-être influencer l'Ukraine sans l'aval des États-Unis ou de la Russie? C'est compliqué. Enfin, qu'est-ce qu'il attend d'après vous?
Déjà, D'abord de Zelensky, l'argent. oui, oui, il attend de pouvoir tenir ses troupes, parce que je pense qu'un des problèmes montants, c'est évidemment que face au désastre et au lâchage américain, d'une certaine façon, tout ce qui entoure Zelensky et qui est pire que lui, parce que lui, c'est pas un politique, lui, c'est un acteur, faut comprendre ça. C'est pas, c'est pas un homme d'État, c'est quelqu'un qu'on a mis là pour tenir un rôle. Mais autour, il y a tout un tas de gens extrêmement peu recommandables, hein. Que ce soit dans les états-majors, que ce soit dans les services, que ce soit dans l'administration présidentielle, que ce soit les conseillers. Enfin, il n'y a qu'à les écouter déjà pour comprendre, puis regarder un peu leur pédigré. Donc tous ces gens-là qui touchent depuis 3 ans, qui doivent s'en mettre plein les poches, au mépris de... Voilà, enfin, ils s'en fichent, ils font tuer les Ukrainiens, ceux qui n'ont pas eu assez d'argent pour partir, ou qui ne sont pas dans la partie ouest. Tous ces gens-là, c'est aussi leur survie qui est en cause, politique et physique, à vrai dire. Bon. Donc Zelensky, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a exister vis-à-vis de ses anciens parrains. Bon, avec les États-Unis, je pense que là, c'est à l'américaine. On lui a expliqué on lui a expliqué comment ça marchait. Donc, il n'est pas content. Vis-à-vis des Européens, on continue à le caresser dans le sens du poil parce que l'Europe s'imagine, à tort, qu'elle se maintient comme un acteur important, en fait, en faisant de la résistance par rapport à la dynamique européenne. Et puis en interne, il doit tenir ses troupes, il doit continuer à les nourrir, entre guillemets, enfin, faire en sorte qu'elles le soutiennent. Voilà. Jusqu'au moment où on doit, et j'imagine qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir à ça, qui mettons à la place, quelles élections, et qu'est-ce qu'on fait de lui. En gros, C'est les horrible, Européens c'est aujourd'hui, horrible. pour revenir à l'Europe, ils ne sont pas en train de réaliser qu'ils sont en train de se faire doubler par une réelle politique qu'ils refusent de voir. Je pense pas, je pense qu'ils ne veulent même pas se rendre compte de ça, et pourtant c'est gros comme un camion, je veux dire. C'est pas cruel, justement, aussi paradoxalement, pour l'Ukraine de s'appuyer justement sur une Europe qui n'a pas les moyens justement de ses ambitions dans le jeu géopolitique mondial. Oui, mais ça, pour le coup, c'est à Zelensky de comprendre, parce que lui, ce qu'il fait là, c'est criminel vis-à-vis de son peuple. Chercher de l'aide, mendier de l'aide, pour continuer quoi? Pour continuer dans le Donbass, à essayer de faire de la résistance, alors qu'il est déjà entendu quasiment entre Washington et Moscou que, bon, il n'y aura quasiment rien à négocier sur L'Ukraine, c'est pas devenu un pion géopolitique, justement, sur C'est la un scène pion. mondiale. C'est un pion. Mais ça l'a toujours été. Ça l'a été depuis, à vrai dire... Un pion contre un bal à Sagui sous couvert, justement, de guerre d'influence. oui, mais elle a accepté d'être un pion. Alors, est-ce qu'elle a été crédule? Est-ce que les dirigeants, après Maïdan, ont été extrêmement crédules, même avant, ont été extrêmement crédules sur le thème les Américains vont nous aider, nous serons armés, nous aurons tout l'argent que nous voulons, nous allons arriver à affaiblir la Russie. Si vous voulez, il y a beaucoup d'illusions. C'est pour ça que je pense que malheureusement, quand on décide de ne plus passer par la diplomatie, de ne plus... Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 3 ans et demi, Vladimir Poutine n'avait pas parlé à un président américain? Il n'avait pas de contact. Il n'avait pas de contact avec Joe Biden. Non mais enfin, c'est les deux plus grandes puissances nucléaires, 5-6 000 têtes chacune, ils ne se parlent plus. Dans un rapport d'hostilité totale, définitive. Et Biden ne se privait pas carrément d'injurier, d'insulter. Enfin, je veux dire, on est arrivé à un niveau de nullité diplomatique, d'incompréhension. Même au pire de la guerre froide, il y avait des contacts. Il y avait des contacts entre services, mais il y avait des lignes. Le téléphone rouge qui n'était pas rouge, il existait. On pouvait, parce qu'on avait conscience du danger des choses. On avait conscience qu'il ne faut pas arriver à une montée aux extrêmes, à quelque chose qui nous échappe. Voilà, on ne sait plus faire ça. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est très intéressant. Il y a eu une interview de Tucker Carlson
de Steve Witkoff, qui est donc l'émissaire américain, notamment sur la Russie, mais pas seulement, de Donald Trump, par Tucker Carlson, que j'invite tout le monde à regarder, de la même manière que j'invite tout le monde à regarder les entretiens avec Sergueï Lavrov, parce que c'est intéressant. Bon, c'est un autre genre, hein, mais en tout cas, ces gens-là, maintenant, on se parle. Il y a Marco Rubio aussi, mais il y a surtout Witkoff qui est proche du président, et il a une manière de parler des Russes qui est tout simplement normale, c'est-à-dire humaine. Et en fait, ce qui est en train de se passer, je pense que l'espoir pour l'Ukraine est là-dedans. Il faut que ça aille vite, il faut qu'on arrête de faire de la résistance. C'est qu'il y ait, sinon de la confiance, du moins un peu de respect qui soit restauré. Au plus haut niveau, déjà, au plus haut niveau entre les deux chefs d'État, et même en dessous, à haut niveau, ce que j'appelle les grands subordonnés, les secrétaires d'État, les ministres. Parce que c'est comme ça qu'on peut discuter. Il y a un moment où il faut discuter, il faut dire voilà ce qui est important pour moi, voilà, l'autre dit la même chose, et on fait comme faisaient les enfants quand on apprend à compter, vous savez, petit, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, moi on m'a appris comme ça, avec des patates, vous savez, des sous-ensembles. Puis il y a puis il y a une petite poche au milieu qui recouvre. Voilà, c'est ça, il faut discuter. Voilà. Finalement, Trump, il gère plutôt pas mal son début de mandat sur un plan international. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'il y a une balance. Parce que, moi, je suis branchée, évidemment, sur la Russie. Un type un peu limité sur ce plan-là. Moi, je pense qu'il c'est son bon sens. Il a du bon sens, mais c'est ça qui manque. Nous sommes dans l'idéologie, dans le dogmatisme, dans le manichéisme le plus débile. Voilà. Et l'absence totale d'humanité, d'ailleurs, au passage. Il va y arriver, vous croyez ? Il va y arriver, mais il faut qu'il fasse attention à une chose, c'est de ne pas se faire ruiner tous ses efforts politiques de ce côté-là du monde par ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, en se laissant entraîner dans une aventure qui, à mon avis, aurait des conséquences à la fois économiques, financières, politiques et géopolitiques colossales, qui serait vers quoi Israël veut l'entraîner, c'est-à-dire de soutenir, voire même de prendre les devants, dans une attaque contre l'Iran. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant que nous, on est tous branchés sur l'Ukraine, la paix en Europe, etc., il se passe des choses. Voilà. Et là, il y a vraiment un problème parce que là, il y a d'autres attendus idéologiques, il a aussi ses biais, ses a priori, ses dépendances aussi. Voilà. Et donc, en ce moment, du côté d'Israël, ça pousse quand même à fond pour arriver à taper l'Iran et à casser finalement toutes les dynamiques de rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, de stabilisation qui pouvait se passer, même si c'est sur les débris de la malheureuse Syrie et avec les gens qui aujourd'hui la dirigent. Donc, il y a vraiment des dynamiques qui sont très dangereuses en fait au Moyen-Orient. Et là, il y a eu une affaire qui est sortie là, mais qui date d'il y a quelques jours maintenant, d'une fuite, enfin d'un article écrit par le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle The Atlantic, qui n'est pas précisément du côté républicain de l'échiquier politique américain. Et en fait, ce type, il a été mis dans une boucle Signal où il n'y avait rien moins que le vice-président américain, le secrétaire d'État à la Défense, le secrétaire d'État tout court, donc le ministre des Affaires étrangères, la directrice de la coordination du renseignement, Tulsi Gabbard, le conseiller à la sécurité nationale, tout ce petit monde, et quelques autres, tout ce petit monde discutait sur cette boucle Signal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le truc, c'est ouvert, Signal. Enfin, c'est pas possible, quoi. De frappes éventuelles américaines contre les Houthis du Yémen qui continuent, eux, à taper parce qu'ils ils tapent tant qu'Israël tape Gaza, eux, ils tapent les navires israéliens en mer Rouge, etc. Ils sont dans une résistance armée qui, évidemment, gêne le commerce mondial, enfin, qui a quand même des conséquences. Et donc,
Et donc, tous ces gens-là discutaient de est-ce qu'il faut taper le Yémen, est-ce qu'il ne faut pas taper le Yémen. Et il y a eu des frappes américaines sur le Yémen il y a quelques jours, la semaine dernière. Donc, on est dans une montée, si vous voulez, des tensions. Et derrière, on sait très bien quel est l'objectif israélien depuis longtemps. C'est de faire en sorte que les États-Unis soit viennent au secours d'Israël tapant les installations nucléaires souterraines de l'Iran, soit carrément étant part à l'opération depuis le début. Bon, ça c'est un vieux scénario, vieux rêve de Benjamin Netanyahou. Donc là, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que ça va casser le marché mondial, ça va faire une crise économique mondiale. Bon, voilà. Et politiquement, pour Trump, la crise économique, c'est pas bon. Hein. Donc, et ça ruinerait évidemment tout ce qu'il est en train d'essayer de faire, de construire en Europe, notamment avec la Russie, mais aussi derrière les Russes, il y a la Chine. Enfin bon, bref, ça rebattrait toutes les cartes dans le sens d'une redéstabilisation globale. Alors que là, on est en train de mettre des briques pour faire une sorte de puzzle qui tienne compte de ce dont l'Amérique n'a jamais voulu tenir compte jusqu'à Trump, c'est-à-dire d'une évidence, c'est-à-dire que le monde est multipolaire et que maintenant, il n'y a plus juste une hyperpuissance et les autres qui s'écrasent. Ça ne marche plus comme ça. Voilà, ça n'est plus la réalité des choses. Donc, je pense que Trump, il doit faire très attention et j'espère qu'il y a des gens qui lui font comprendre ça. Il faut vraiment se tenir à carreau au Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire ne pas aider Israël comme ils le font, etc. Mais ne pas se laisser entraîner dans une déstabilisation qui aura un effet boomerang terrifiant sur ce qui se passe en Europe. Et qui aura un effet boomerang terrifiant sur l'économie américaine. Avec la montée en flèche des prix du pétrole, enfin bon, tout quoi. J'aimerais qu'on revienne, pardon, un instant encore à l'Ukraine, parce que vous avez tout à l'heure abordé la question justement du sommet de Riyad, où justement on a vu ces délégations américaines et russes se rencontrer et discuter ensemble. On voit ces dernières semaines des rapprochements de plus en plus fréquents, en tout cas on a cette impression, entre Moscou et Washington. Qu'est-ce que ça dit justement des futures relations entre les deux pays, une fois que la guerre en Ukraine sera, on l'espère, terminée un jour? Mais je pense que c'est un partage de zones d'influence, vous savez, Parce que Zelensky laisse entendre que Trump est sous influence, suit le narratif russe, non mais Zelensky, il est mignon, mais c'est lui qui raconte n'importe quoi depuis 3 ans et demi à son peuple et à la planète entière quand même. Donc les gens qui ont un narratif, c'est pas les Russes. C'est pas les Russes. Si vous prenez tout ce qui est dit, il faut travailler. Bon. Donc, il faut reprendre toutes les déclarations, par exemple, je ne sais pas moi, prenons Sergueï Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères depuis 15 ans bientôt, en Russie. Il sait quand même de quoi il parle, c'est une pointure, il est reconnu mondialement comme un diplomate hors pair, pas seulement par les Russes. Vous prenez tout est expliqué. Il suffit juste, c'est pas du narratif, c'est des réalités. La révolution orange, c'est une réalité. Ce qui s'est passé à Maïdan, c'est une réalité. J'étais l'autre jour sur un plateau dans un grand média où on m'a expliqué, mais non, mais pas du tout. Enfin, c'est sorti tout ça. Je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter de mentir aux populations, quoi. On ne peut pas continuer à raconter n'importe quoi tout le temps. Donc quand un Zelensky, qui n'est pas content de la manière dont il se fait traiter par la nouvelle administration, explique que Trump est un, je ne sais quoi, moi, un agent russe ou épouse le narratif russe, non, il épouse le récit du réel, la narration du réel, qui n'est pas un narratif. Et c'est parce qu'ils sont précisément sur une base de réel qu'ils peuvent commencer à discuter de quelque chose et à arriver à quelque chose. Comment ils discutent d'après vous? Parce que justement, on dit souvent Donald Trump qui négocie comme un homme d'affaires. Quelle approche, Caroline, d'après vous, les Américains ont avec les Russes? Est-ce que les rencontres auxquelles ils participent de part et d'autre sont mouvementées? Comment ça se passe? C'est vraiment sur un ton diplomatique, comme on l'imagine, à la française? Sur un ton d'expert, vous savez. À la Villepin, à l'ONU, quoi. Non, mais ça, c'est...
Ça, c'est encore autre chose, c'est les grandes déclarations. Mais regardez encore une fois Lavrov parler. Bon, c'est pas des C'est grands l'autorité effets. froide. Ouais, c'est un peu flippant d'ailleurs aussi. Oui, c'est... Bon, voilà. Ouais. Côté américain, bon, bah, c'est à l'américaine, c'est un peu plus fleuri sans doute. Mais là, ce qui s'est passé à Riyad pendant 12h30, c'était pas au niveau de Lavrov et de Rubio. C'était au niveau d'experts, de haut niveau, mais d'experts. C'est-à-dire, ça travaille comme dans les négociations. Moi, je connais un petit peu. C'est-à-dire, on a des dossiers, on a des positions générales, on a des points importants qui doivent être traités, sur lesquels on s'explique, on explique pourquoi on veut ça, pourquoi c'est important. L'autre en face dit ok, je comprends, mais nous, on veut autre chose, y en a. Puis à un moment donné, on a un certain nombre de points sur la table et on commence à dire bon, ok, je vais. Si on veut arriver à quelque chose, hein, bien sûr, si on veut juste dire c'est inacceptable et je m'en vais, bon, ok. Mais si on veut arriver à quelque chose, il faut comprendre, il faut se mettre à la place de l'autre. C'est la différence entre la perception et la perspective, si vous voulez. Bon, il faut se mettre à la place de l'autre, il faut comprendre son raisonnement, comprendre ce qui est important et accepter qu'il va gagner quelque chose. De chaque côté. Oui, chacun doit gagner quelque chose. Donc après, non mais une réalité. Donc là, les Russes, clairement, pour eux, la question du grain deal était importante. Voilà, on arrive à ça. Sinon, les mecs, ils sont en position de force sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller donner quoi que ce soit aux Ukrainiens? Non, ils continuent. Bon. Donc, mais pour ça, il faut partir d'une analyse froide du rapport de force tel qu'il est. Pas commencer à dire oui, mais moi, moralement, non, parce que vous avez envahi. Oui, d'accord, très bien. Donc j'ai envahi, ok, bon, ben, maintenant j'ai 23% ou 22% de notre pays. Bon, alors on fait quoi? C'est parce que j'ai envahi que je n'ai droit à rien? Ben non, précisément, c'est inverse. Voilà. Donc c'est froid, bien sûr, mais au bout d'un moment, il y a un échange sur certains points, et j'allais dire de manière proportionnelle dans chaque domaine, c'est-à-dire il faut que chacun gagne à peu près autant. Bon. Donc il peut y avoir des pondérations par rapport aux domaines qui sont discutés, par rapport aux sujets qui sont discutés. Mais ça marche comme ça, une négociation, il n'y a pas besoin de s'énerver. Il peut y avoir des moments de tension, il peut y avoir même des moments un peu surjoués, des moments un peu théâtraux, où on dit c'est impossible. Bon. Donc à ce moment-là, on fait baisser la tension, on va prendre, j'allais dire des cafés ou du scotch, ou de l'eau. Et puis on attend que ça tombe, les gens en dessous discutent avec leurs homologues. Voilà, ça marche comme ça. Vous parliez de Riyad, comment est-ce que vous jugez justement le choix, ça c'est intéressant, de l'Arabie Saoudite d'accueillir un sommet aussi crucial entre la Russie et les États-Unis? Mais je pense que l'Arabie Saoudite a des intérêts cruciaux à être en bons termes et jugée comme importante. Ça devient une plaque tournante par les États-Unis et par la Russie. Absolument. Absolument. Parce qu'en fait... Elle s'emparait aussi du dossier Israël-Palestine. Hein. Absolument. Et ça, c'est très important parce que... En fait, c'est très important. Pourquoi? Parce que Israël veut régler la question palestinienne, si j'ose dire, à sa manière. Les Saoudiens ont fait une condition de leur signature des accords d'Abraham 2.0, ce qui est le rêve de Trump, c'est-à-dire une reconnaissance, une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ils ont mis comme condition qu'on trouve une solution sérieuse à la question palestinienne, ce qui est très compliqué. Bon. Donc, Israël, les États-Unis ont besoin de l'Arabie Saoudite, d'une certaine façon. Les Russes, ils sont ensemble dans l'OPEP+, qui leur permet de tenir aussi un peu la dragée haute aux Américains. Et ensuite, l'Arabie Saoudite est aussi importante par rapport à l'Iran, puisqu'elle avait entamé un processus de normalisation de ses relations avec l'Iran en 2023, patronné d'abord par la Russie discrètement, puis par la Chine officiellement. Donc l'Arabie Saoudite, oui, devient très importante
à la fois comme plateforme diplomatique de pourparlers, etc. Mais c'est pas Oman, si vous voulez, c'est Oman plus la puissance saoudienne quand même. Et l'Arabie saoudite a tout intérêt à une normalisation, parce que l'Arabie saoudite, elle a des objectifs économiques, de développement et sociaux et de leadership régional, etc., très importants. Donc elle tient aussi à ce que tout ça se passe bien. Et Mohamed Ben Salman s'entend bien, je crois, avec Vladimir Poutine, et n'avait pas de relation particulièrement amène avec l'administration Biden. Donc, voilà, parce que la dimension, évidemment, humaine compte. Elle n'est pas dirimante, mais elle compte. Tout à l'heure, j'ai en clin d'œil parlé de Villepin à l'ONU. La Russie a proposé, si je ne me trompe pas, d'associer l'ONU aux négociations. Oui. Comment vous interprétez cela? Est-ce que c'est une main tendue aux membres permanents que sont la France, justement, et le Royaume-Uni, deux pays qui continuent pourtant, selon vous, d'embourber ce conflit? Comment vous expliquez Non. cette proposition d'associer l'ONU à... Mais la Russie est légaliste, contrairement à ce que... Vous prenez toutes les décisions officielles annoncées par Vladimir Poutine, vous trouvez en vertu de quoi, pourquoi, quel article de la charte, en quoi c'est valable selon le droit international, etc., jusqu'à la Crimée. Hein. C'est une querelle juridique un peu picrocholine, mais elle existe. Donc, c'est des légalistes. Deuxièmement, les Russes considèrent que tout l'équilibre permis pendant le temps de la guerre froide, enfin depuis 1945, par l'existence des Nations Unies, par ce qui se passait au sein du Conseil de sécurité et même au sein des membres permanents, etc., tout ça a volé en éclats à partir de 1991, parce qu'il n'y avait plus derrière la puissance soviétique, donc il y avait une unipuissance, si vous voulez, une hyperpuissance américaine, comme disait Védrine, et donc l'équilibre réel des forces étant complètement déséquilibré pour le coup, enfin beaucoup trop déséquilibré, les États-Unis en ont profité abondamment. Et c'est vrai. C'est-à-dire que moi je pense, quand je me suis quand même occupée des Balkans pendant 10 ans pour les services du Premier ministre, voilà une intervention sans mandat de l'ONU, en autosaisine de l'OTAN. On s'est assis sur l'ONU, mais comme ça. Bon. Alors, au moment de l'Irak, même chose. Donc, si vous voulez, pour eux, l'ONU a été dévalorisée, démonétisée, et en fait, la Charte des Nations Unies, que Lavrov cite à tous les coins de rue, c'est pour eux la pierre angulaire, j'allais dire, de tout système international égalitaire. Parce que il y a l'égalité entre les États, il y a le respect de la souveraineté, il y a l'inviolabilité des frontières, mais il y a aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bref, il y a un certain nombre de choses. Et il y a le chapitre 7, parce que je pense qu'en Ukraine, les Russes sont très préoccupés de si demain il y a une force qui contrôle un cessez-le-feu, qui va décider de c'est une rupture, la guerre repart, etc. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est le chapitre qui dit, enfin c'est sous ce chapitre que peuvent être envoyées éventuellement des forces de rétablissement de la paix. Pas seulement de maintien de la paix, mais de rétablissement de la paix, quand on considère qu'il y a une menace sur la paix et la sécurité internationale. Chose dont aujourd'hui ça n'a plus cours tout ça. Donc je pense que les Russes veulent s'assurer que c'est sous la Charte des Nations Unies et sous ce chapitre et sous donc un minimum de sérieux, quand même, qu'on peut décider qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui a tort, qui a raison, dans le cadre d'un accord global sur l'Ukraine, qui devra être vérifié de toute façon. Et plus largement, d'ailleurs, ils sont en train de produire et de proposer sans arrêt un développement de toutes les structures et une intégration de toutes les structures de sécurité eurasiatiques, donc de leur côté, en disant, l'Europe n'en a pas voulu, elle aurait pu, elle ne veut pas se... Là, par exemple, je ne peux pas parler de tout ça, mais il y a l'OSCE, le chef de l'OSCE qui est venu à Moscou voir Lavrov, qui a dit, oui... L'OSCE, c'était l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,
c'était un endroit formidable pour discuter, justement, y compris avec ses adversaires ou ses concurrents, parce qu'il y avait le Canada, les États-Unis, la Russie, l'Europe. Enfin, c'était vraiment très large. Donc, c'était vraiment un forum très important, qui est tombé en totale désuétude aussi avec cette période d'hyperpuissance américaine. Et puis après, de toutes les guerres hors la loi, parce qu'on fait des guerres hors la loi, nous. Hein. On fait vraiment des guerres hors la loi quand même. Bon, donc, je ne parle même pas de la Syrie, je parle même pas. Donc les Russes veulent revenir à des choses globales qui permettent de faire ce qu'ils disent vouloir faire, c'est-à-dire rétablir une égalité entre les peuples, arrêter le double standard, arrêter ce que nous appelons le monde basé sur des règles. Mais qui a défini les règles? C'est nous. C'est nous. C'est pas du droit, c'est des règles. C'est différent. Donc voilà, quand on décide que c'est bien d'envahir un pays, ben on l'envahit. Quand on décide que c'est pas bien, parce que c'est l'autre qui veut rétablir la sécurité ou l'ordre, ben là c'est pas bien. Le monde basé sur des règles n'est pas content. Mais le monde basé sur des règles, c'est l'Occident. Sauf que l'Occident n'a plus la main. L'Occident n'a plus la main. Moi, je dis ça depuis 2015. Bon, on est en 2025. Voilà, c'est arrivé maintenant. Il faut en tenir compte. Tout à l'heure, Caroline, vous disiez que vous aviez été justement sur un média mainstream, on va dire ça. J'aimerais bien qu'on parle un instant justement du traitement médiatique de ce conflit, et qu'on en reparle plutôt, parce que BFM TV a parlé des négociations justement, je pense que c'était suite à ce sommet de Riyad, dans l'impasse, je les cite. Pour LCI, on se demande qui va céder. Quel regard vous portez sur ce traitement médiatique? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de décrédibiliser les discussions? Et puis il y a par exemple ce général Yakovlev sur LCI qui a affirmé qu'on était dans l'innommable, je le cite, et que la messe était dite au sens où les Américains travaillaient pour les Russes lorsqu'on lui a demandé de commenter les relations entre Washington et Moscou. Comment est-ce que vous analysez ces propos et de manière générale ce traitement médiatique qui semble être toujours dans un sens sur toutes les chaînes info françaises? Non, mais je pense qu'on est dans un asile, nous. Hein, vous avez été sur BFM récemment, vous m'avez dit que vous aviez l'impression d'avoir été dans un guet-apens. Oui, on est dans un... LCI, on est dans un asile psychiatrique, c'est-à-dire... c'est, quand vous me dites le traitement médiatique, c'est les mauvais traitements médiatiques, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment... on raconte n'importe quoi. Je ne savais pas que sur... vous avez dit que c'est sur BFM qu'ils ont dit que Riyad était dans l'impasse. Enfin, parler de manière générale de négociations au sens, je pense, américano-russe dans l'impasse. LCI se demande qui va céder. Et puis il y a ces propos d'Yakovlev qui sont... Mais tout le raisonnement est faux depuis le début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous expliquez que Zelensky est un homme d'État, hein, le nouveau Churchill, il décide donc souverainement que c'est l'Ukraine qui a décidé d'entrer dans l'OTAN, que c'est l'Ukraine qui veut faire ci, que c'est l'Ukraine qui veut faire ça, que c'est l'Ukraine qui gagne. Hein, c'est l'Ukraine qui gagne. Enfin, vous vous souvenez encore de Koursk, c'est la dernière chose, mais il y en a eu plein depuis 3 ans. C'est l'Ukraine qui... Donc on est dans un mensonge total par rapport à la réalité du conflit. Donc à partir du moment où vous êtes là, quand vous vous trouvez face à un processus de négociation qui, lui, est basé sur le réel, c'est-à-dire l'Ukraine, c'est un pion dont on va discuter du sort, parce que, voilà, c'est fini, la messe est dite, en effet, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est de notre faute, nous l'avons voulu, et nous avons perdu. Voilà, nous avons parié, nous avons perdu.